Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. La menace terroriste reste encore élevée. Au Mali, ce dimanche 11 novembre, 7 terroristes ont été abattus, dont probablement Al-Mansour Al-Qassim, le chef d'une faction du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une faction terroriste inféodée à Al-Qaïda. Mais le pouvoir malien ne baisse pas les bras. Il veut reconquérir les territoires perdus. Mais quelles sont les chances de recouvrer l'unité territoriale du Mali? Plus globalement, quels sont les grands chantiers d'Ibrahim Boubacar Keïta, le président réélu du Mali? J'ai pour en parler 3 Maliens avec moi. Mahmoud Alpha Bonkaneye Maïga, vous êtes journaliste spécialiste du Sahel, vous êtes écrivain également, auteur du livre Le chaos Mali, le chaos généralisé, publié aux éditions Paris. Merci, Monsieur Maïga, d'avoir accepté notre invitation pour parler du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme au Mali. Je vous en prie. Karim Agali Kassissé, plutôt, vous êtes le président de la jeunesse RPM, et section française, bien entendu, du Mali. Donc c'est le parti du président au pouvoir, le parti présidentiel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour jeter un regard sur les actions que mène le président Ibrahim Boubacar Keïta contre le terrorisme au Mali. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Et je suis honoré également de la présence de Madame Maro Dramé. Vous êtes en charge des relations publiques de la branche française du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Merci. Je vous en prie. D'avoir accepté notre invitation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta veut des progrès dans la sécurisation du Mali et conformément aux accords d'Alger. Il vient d'initier le programme du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est un reportage signé Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Depuis 2012, le Mali connaît une recrudescence des attaques terroristes. Autrefois au nord, la menace terroriste a gagné les centres et parfois même la capitale Bamako. Le 5 novembre 2018, des terroristes ont fait irruption dans une localité dans le cercle de Banamba située à seulement 140 km de la capitale et ont fermé toutes les écoles. Réélu en août 2018, le président malien se donne comme mission principale la reconquête du territoire du Mali. Je pense que fondamentalement, il ne s'agit pas de prendre possession de l'entièreté du territoire national. Il s'agit surtout de pouvoir demeurer en parfaite harmonie avec les communautés sur tous les espaces aujourd'hui où l'État malien est présent. Donc il ne s'agit pas de reprendre possession de ces territoires, mais de demeurer sur ces territoires et surtout d'être perçu utile par ces communautés, par les communautés établies dans ces espaces. Pour les moyens de la reconquête, le Mali se dote d'une loi d'orientation et de programmation militaire avec 1230 milliards. On assiste à une montée en puissance de l'armée, épaulée par les forces de la MINUSMA composées de 10 000 hommes, la force Barkhane et du G5 en gestation. La crise sécuritaire incombe à plusieurs partenaires et voisins du Mali. On sent que du point de vue équipement, il y a eu de l'amélioration par rapport aux années antérieures, que ce soit du point de vue aviation, mais aussi du point de vue équipement et du point de vue habillement, du point de vue bénéfice pour les soldats, les militaires. Donc ça vient du budget national principalement. La responsabilité de la sécurité de cette zone-là dépend de nous tous. Le gouvernement malien a entamé ce mois de novembre le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion conformément aux accords d'Alger. Les éléments issus des groupes armés du mécanisme opérationnel conjoint de Kidal, Gao et Tombouctou seront bientôt résorbés dans la nouvelle armée nationale dans le but de ramener le nord dans les girons maliens. Le gouvernement espère ainsi impliquer les populations des localités touchées par l'insécurité pour un retour définitif de la paix. La stratégie jusque-là est focalisée sur la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et on se rend compte que cette stratégie peut s'avérer contre-productive dans la mesure où l'État peut avoir une autorité sur des espaces territoriaux définis. Mais si les communautés établies sur ces espaces ne perçoivent pas l'utilité de l'État dans ces localités, il est difficile pour lui de rester et de faire face aux différentes insurrections qui pourraient venir dans ces localités. Depuis son arrivée au pouvoir en 2013, le président Keïta a toujours nourri l'ambition de reconquérir l'entièreté du territoire national. Le symbole de cette reconquête, la ville de Kidal, fief de la coordination des mouvements de l'Azawad. L'État malien espère, avec l'application effective des accords d'Alger et le soutien des forces étrangères, le terrorisme pourra être éradiqué.
Monsieur Baïga, nous allons aborder de façon directe quelques questions simples pour permettre à ceux qui nous suivent, qui ne sont pas maliens aussi, de mieux comprendre la problématique que nous traitons dans cette émission. Qui sont ces terroristes qui compromettent l'intégrité territoriale de votre pays, le Mali? Qui sont ces gens? C'est difficile de les définir de manière courte, j'allais dire concise. Ces terroristes viennent d'où? De partout. Ils viennent de partout. C'était des gens qui étaient d'abord, c'était les résidus du GIA algérien aux premières loges, suivis d'autres rebelles touaregs reconvertis dans le terrorisme malien. Des récalés de la Libye, qui sont arrivés avec un armement absolument conséquent pour ne s'aimer que la mort. Et à côté, il y a, au-delà du GIA algérien, il y a Al-Qaïda, dont les éléments, certains responsables, se sont alliés aux rebelles touaregs pour déloger l'armée malienne du nord du pays et occuper tout ce nord en 2012. Depuis Amani Toumani Touré. Depuis Amadou Toumani Touré. Ces terroristes existaient déjà, ils étaient là. Bon, la chose la plus difficile, la plus complexe, j'allais dire, c'est que ces terroristes, et parmi eux, il y a eu un recrutement à l'intérieur du pays. C'est ça, nous allons aborder justement cette question-là. Alors, il y a des Maliens, il y a des non-Maliens. C'est votre réponse à la question, qui sont-ils? Oui. Qui sont ces fous? Donc c'est difficilement définissable. Il faut les appeler, que veulent-ils? C'est des gens qui ne veulent rien d'autre que le désordre, la mise à mort. Ils n'ont appris que ça comme mode de production. Ce sont des gens qui n'ont pas un projet de société. Ils n'ont rien d'autre que le label islam, etc. Mais le Mali, quand même, depuis le XIIIe siècle, est un pays tout à fait habitué à l'islam. Je ne dis pas un pays musulman à 100%, mais une pratique de l'islam. Le Mali n'a pas besoin de l'apprendre de ces gens-là qui, à 80%, sont des analphabètes et qui crient Allah Akbar. Il y avait déjà une pratique normale de l'islam et des savants musulmans au Mali, cela est connu. Les universités musulmanes de Tombouctou, c'est de notoriété publique à travers l'histoire. Les Ahmed Baba, etc. et d'autres, je ne vais pas égrainer tous les noms ici, les savants maliens, tout à fait maliens, savants en islam. Mais cela est connu. Ce n'est pas avec ces voyous-là que l'on va apprendre l'islam. Voilà. Alors, la question maintenant, c'est comment se fait-il que, alors qu'avant ils étaient cantonnés dans le nord, notamment à Kidal et à Gao, ils ont la facilité maintenant de se mouvoir partout sur le territoire malien? Je vais vous dire quelque chose qui est sans doute désagréable sur un plateau de télévision. On sait très bien où se trouvent les chefs djihadistes. Amadou Koufa, il est à l'intérieur du Mali, on le sait. Le président Ibrahim Boubacar Keïta sait où il est. Le sait. Il le sait. L'état-major général de l'armée malienne le sait. Le président sait où se trouve Amadou Koufa, où se trouve Iyad Agali. Non seulement le président le sait, mais les forces qui aident ou qui prétendent aider le Mali savent exactement où ils sont. Et vous savez pourquoi le président Ibrahim... Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Non. Alors, le président Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a dit, il veut gagner la lutte contre le terrorisme, mais votre co-débatteur, votre compatriote dit, mais il sait où se trouvent les chefs djihadistes. Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je lui dis d'abord que je ne suis pas dans les secrets des cieux et du ciel, comme on le dit. Ouais. Ce qui est constant, c'est que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, mène une lutte implacable contre le terrorisme au Sahel et tout particulièrement au Mali. Oui, mais ça c'est dire que la forme officielle. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une armée qui est en montée, qui monte en puissance. Non, avec un investissement de 1200. La question que j'ai posée, c'est comment se fait-il que ces gens qui étaient cantonnés dans le nord de votre pays se retrouvent maintenant partout. Oui, ils sont métastatés. Y compris aux portes de Bamako, pour ne pas dire même dans Bamako. Cette question, elle est toute simple. Oui. Elle mérite d'être posée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le terrorisme est un phénomène mondial qui ne frappe pas seulement à la porte ou aux portes du Mali. Le terrorisme se trouve à Paris, à Londres, partout.
Et nulle part ailleurs, même si c'est au Mali, oui, personne ne peut dire qu'il y a un risque zéro ici ou dire qu'on peut empêcher qu'il y ait une attaque. Mais ce que nous pouvons, c'est de renforcer nos forces armées de sécurité pour qu'en cas d'attaque, nous puissions répondre de la manière la plus virulente pour que les terroristes sachent aussi qu'en face, il y a quelque chose. Bon, c'est ce qu'on avait. Normalement, il ne faut pas attendre que les terroristes attaquent. Il faut prévenir en l'occurrence. Il y a les moyens de on prévoit aussi. C'est pourquoi il y a une formation, il y a tout un processus qui est en cours pour endiguer ce phénomène-là, qui est le terrorisme. Ce n'est pas pour rien aussi que les partenaires du Mali aussi sont aux côtés du Mali pour nous aider dans cette lutte. Et je l'ai dit, effectivement. Voyez-vous quand même que le Mali étant un pays que vous décriez comme étant un pays pauvre, mais qui à ses côtés... Je n'ai pas dit que le Mali était un pays pauvre. Qui à ses côtés a la France qui est au Mali depuis 2012 contre le terrorisme. Et la France n'arrive pas à en finir. Très bien. Alors, Madame Dramé, vous représentez le Front pour la sauvegarde de la démocratie. Donc, c'est un front de l'opposition malienne. Pour vous, si les terroristes sont aujourd'hui aux portes de Bamako ou même dans Bamako, c'est parce que le président ne fait pas grand-chose, quand l'État malien ne fait pas grand-chose, c'est fou qui ensanglante votre pays. Bonjour, messieurs. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Et je profite de cette parole qui m'est donnée. Effectivement, pour donner des éclaircissements aux Maliens qui sont complètement dans le flou total aujourd'hui. Parce que ça, c'est de l'utopie, on vit l'utopie en fait. Cette situation, elle est aberrante. Pourquoi? On ne peut pas vouloir en quelque chose et son contraire. Moi, je n'appellerai pas le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un président de fait. Un président de fait qui est venu au pouvoir. Parce que tout simplement, il y a eu des promesses qui ont été faites aux rebelles. C'était la condition sine qua non pour que M. Ibrahim Boubacar Keïta soit président pour son deuxième mandat. Vous parlez de l'élection d'août 2018 De 2018. Oui. C'était la condition sine qua non pour que M. Ibrahim Boubacar Keïta soit le président de facto qu'il est actuellement. Attendez, Madame Dramé, nous allons comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer. Exactement. Pour revenir à la question. On a fait la promesse aux terroristes. Aux terroristes. On a demandé leur soutien pour que le président Ibrahim Boubacar Keïta soit réélu. D'où le bourrage au nord. D'où le bourrage des urnes dans le nord du Mali. Et tout le monde est au courant. Hein. Ça a été un fiasco total. Et je fais un clin d'œil ici à M. Tchéblin Dramé, qui a quand même alerté les médias internationaux pour parler de cette histoire-là. Non seulement d'abord, avant même d'arriver au bourrage des urnes, il y a eu quand même la liste électorale. Oui. Il y avait des doublons. On peut même dire des triplons. Il y a même eu des fantômes qui ont été votés, tout simplement pour que M. Ibrahim Boubacar Keïta puisse être réélu. Et donc, s'il a été réélu président de la République, et pire que ça, il y a le ministre de l'administration territoriale, qui est un ancien rebelle, je ne dirais même pas un ancien rebelle, qui a été mis au haut sommet de l'État. Monsieur, vous pensez qu'Ibrahim Boubacar Keïta ne sait pas où se trouvent les rebelles? Comme l'a dit mon prédécesseur, il sait très bien où se trouvent les rebelles. Ils le savent très bien. Amadou Koufa, on sait où il est. Mopti est encerclé. Personne ne peut marcher à Mopti à son plein gré comme on le veut. Ibrahim Boubacar Keïta, il le sait. Donc, les rebelles sont partout. Vous êtes en train de nous expliquer, Madame Dramé, oui, que les rebelles, les terroristes qui sont au nord dans votre pays ont favorisé la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Boubacar Keïta. Exactement. Ça vous fait rire? Ça me fait rire. C'est un argument fallacieux, une accusation grotesque. Non mais expliquez-nous. Monsieur, je vous explique un peu. Non, avant que vous nous expliquiez. Voilà. C'est vrai que dans un pays comme le Mali, on pouvait effectivement douter que le processus électoral ne soit pas possible, en tout cas dans le nord de votre pays. Mais on a vu effectivement que l'élection a pu se faire et le président a même gagné plein de voix. Là-bas, c'est très curieux. Tout à fait. Et ça alimente quelque part ce soupçon, si ce n'est peut-être la réalité. J'en sais absolument rien. J'étais pas à Kidal pendant l'élection. Maintenant, moi, je vous dis très concrètement et que ça soit clair pour tous les Maliens et Maliennes qui nous suivent aujourd'hui. La question du Nord ne se traite pas sur des terroristes par-ci, des rebelles par-là. Non, c'est des humains qui sont là-bas. Ceux-là avec qui l'État collabore, qui ont participé à l'organisation de l'élection, ce sont les anciens du MNLA qu'on appelait en 2012 le Mouvement national de libération de l'Azawad.
ils participent rien n'a été dit, rien n'a été concédé pour calmer, pour éviter les attaques. Depuis 2015, depuis la signature de l'accord de paix, au retour de la paix au Mali, et ils participent à la stabilité des institutions de la République au nord. Donc, permettre à ceux que donc c'est le MNLA, les mouvements armés. Je vous reviens. Donc permettre à ceux que les mouvements armés qui n'étaient pas des groupes terroristes comme elle le décrit, parce qu'elle fait la confusion entre les groupes. Elle fait la confusion entre le voit. Le MNLA, elle fait la confusion entre le MNLA. C'est Mbogué ce qui me fait mal. On va le laisser finir. C'est que la jeunesse... Ceux qui ont signé l'accord de paix ne sont plus... Et qui jusque-là ne l'ont pas respecté. Ceux qui ont signé l'accord de paix qui a été signé en Algérie a été mis dans un placard. Il faut qu'on le sache. Maintenant, les terroristes, le président de facto, il ne peut pas en entendre parler. C'est les fous de Dieu que vous appelez, qui n'ont rien à voir avec nos compatriotes. Et ces gens pendant l'élection, s'il vous plaît. Non, expliquez-nous. Ce calme qu'on a observé, il est inhabituel. Ce calme qu'on a observé. C'est naturel qu'aujourd'hui, compte tenu de l'avancée dans le processus d'application de l'accord de paix, qu'il y ait des tensions, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas amener la paix avec un claquement du doigt. Pendant 5 ans, c'est normal. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que tous ceux qui avaient pris les armes, tous ceux qui avaient pris les armes en 2012 contre l'armée malienne ne sont pas des terroristes. Parmi eux, il y a nos compatriotes maliens qui étaient en désaccord. C'était une question politique. Alors, très rapidement, là, les terroristes, c'est autre chose. D'accord, très bien. Vous faites la différence. Il fait la différence entre MLA qui aurait sécurisé... de faire le contraire. On a entendu votre propos. Pour avancer très rapidement, le DDR, le programme désarmement, démobilisation, réinsertion, il s'adresse à qui? Mais à tous les mouvements armés, normalement, comprenant les mouvements sédentaires, d'autodéfense. Mais est-ce que cela s'appliquerait à Kidal? Ben c'est la question que... Vous êtes spécialiste de la question. Vous pensez que même là encore, ce programme-là sera territorialement limité? Ceux qui dirigent, ceux qui maîtrisent Kidal, qui ont dégagé l'armée et l'administration malienne, vont faire ce jeu de diversion à vie. Aussi longtemps que la terrorisation l'administration malienne n'existe même pas dans le Nord. Ça veut dire que la partition de votre pays, elle est consommée, elle est définitive. De fait. Elle ne peut pas être définitive comme ça. Non. Monsieur, le président de facto, il ne peut pas s'en sortir comme ça, mon frère. Ce qu'il a oublié, c'est que le président, comment il s'appelle, le premier président du Mali, Modibo Keïta, lui, il avait fait un travail digne d'un homme d'État. C'est-à-dire qu'il avait réussi à réunir le centre, le nord, le sud, tous les Maliens, en faisant les mutations au moment des affectations, au moment de l'administration, pour aller dans d'autres pays, dans différentes régions. Oui. Ce qui a fait que le Mali est devenu comme une seule famille. Oui. On se connaît tous. Tous les Maliens se sentaient partout chez eux. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lui, descendant de Soundiata Keïta, qui a fondé l'Empire du Mandingue, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est lui qui veut émietter ça. Est-ce qu'il porte ce nom, Keïta? Comment ça, il veut émietter le Mali? Il veut partager le Mali. Il a hérité, c'est ce que je vous disais. Il a hérité d'un pays qui est bien fait. Divisé. Il n'a pas hérité. En 2013, quand il était En 2013, quand il est venu. C'est ce que je vous disais. Le Mali était divisé. Il y avait ce problème de terrorisme. On sait d'où ça vient. Ça vient d'où il faut que les téléspectateurs comprennent aussi quelque part. Ça vient du fait qu'on a fait partir Kadhafi. D'accord. Kadhafi et ce problème... Il fallait dire que ça aussi, ça venait d'Ibeka. Non, madame, monsieur, s'il vous plaît, par respect, on vous laisse parler, par respect, vous laissez les autres s'exprimer aussi. Exprimez-vous. Pour qu'on puisse se comprendre, parce que si on se coupe la parole, on ne va pas aller. Les gens ne vont pas comprendre. Madame, oui, dites-nous. Donc, je disais, non seulement Ibeka, aujourd'hui il est là. S'il ne fait rien, on le dit. Et un État, c'est une continuité. On est d'accord. On est d'accord. Cette histoire de rébellion a commencé, cette partition du Mali a débuté, ça a été mis depuis dans les années 1907. La France est à la base de la partition du Mali. D'accord. Maintenant, et après cela... Vous pensez, pour parler spécifiquement du président... Il n'y a pas que Ibeka. Il y a eu des présidents avant lui. Vous pensez que non seulement il ne fait pas grand-chose contre les terroristes... Il ne fait pas. Mais il se rend complice des terroristes. Il est complice des terroristes.
Le président malien est complice des terroristes. Il est complice des terroristes, si on peut le dire comme ça, et c'est la vérité. Pourquoi le ministre de l'administration territoriale, qui est un rebelle que tout le monde sait, qu'est-ce qu'il fout à la tête de l'État malien? On a le droit de changer d'avis, on peut se reconvertir. Il n'a pas changé d'avis. Il est là justement parce que c'est ce qui a été organisé. C'est un jeu de diversion. C'est une sorte de diversion. C'est ce qui a été mis en place pour que ce monsieur, puisque quand même il n'est pas n'importe qui, un ministre de l'administration territoriale de facto, donc il a la main. Et qui en ce moment est en train de piloter un vaste projet de réforme territoriale, mais on en parle après une courte pause, ce sera dans la deuxième partie de notre émission. Donc, il y a quelque chose. Les Maliens, on n'est pas bêtes. Hein? À tout de suite. Les téléspectateurs comprennent. Donc, IBK... On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.